Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Vous étiez nombreux à l'attendre, le voilà. Astier Nicolas, double médaillé olympique, élu meilleur athlète français des Jeux de Rio. Après un premier rendez-vous manqué, nous avons saisi l'opportunité de rencontrer le jeune cavalier prodigue du CCE français. Nous avons enregistré cet épisode chez Astier, devant la cheminée et en bonne compagnie avec sa chienne Rio. Voilà pour le décor. Pendant un peu plus de 45 minutes, nous avons parlé ensemble de sport, du concours complet britannique et du retard cruel dont souffre la discipline en France, de Piaf au passé et de Babylone au futur. Faites comme nous, installez-vous confortablement et bonne écoute à tous. Notre partenaire cette semaine n'est autre que la marque de casque bien connue, GPA. GPA, c'est 50 ans d'histoire, 50 ans de passion. Tout commence dans le milieu automobile. C'est en 1964 que la marque GPA est créée. Durant 20 ans, les casques GPA sont incontournables sur les circuits automobiles du monde entier. Fin des années 90, Michel Finquet, créateur de GPA et passionné d'équitation, estime opportun de mettre à profit son expérience de la sécurité au service du monde équestre. En 1998, le premier vrai casque d'équitation homologué est le premier casque GPA. S'ensuit une aventure hors du commun. D'abord orientée vers la compétition de saut d'obstacles, la marque s'est également diversifiée dans les principaux modes de course hippique. Racing, endurance, polo, CCE. Les cavaliers sponsors accompagnent et conseillent l'équipe technique pour optimiser le choix des matériaux, le design, le confort pour chaque discipline. GPA s'entoure des meilleurs cavaliers et a très forte implication dans le sport de haut niveau. Soutenu par les meilleurs cavaliers du monde depuis plus de 20 ans et avec plus de 56 ans d'expérience en protection, GPA est la marque de référence dans le monde équestre. Le partenariat avec Astier Nicolas commence dès 2005, au stand du Salon du Cheval. J'y ai rencontré Monique Foucou de GPA. J'étais avec un copain qui a négocié un casque pour moi à l'époque où j'étais encore junior parce que j'étais trop timide pour le faire moi-même. C'était le tout premier partenaire qui m'a fait confiance alors que je n'étais pas du tout connue à l'époque, dit Astier, qui souhaitait porter GPA pour son gage de qualité et de sécurité. S'en est suivi pas seulement un partenariat mais une vraie relation entre Astier et GPA. Chaque concours était suivi d'un email ou d'un coup de fil, news du front, avec un vrai partage de passion et d'analyse. Les réussites de Jacty, de la petite Cristal ou de l'Aziza. GPA et Astier, c'est donc avant tout une relation unique, basée sur la confiance et l'échange. Sa volonté de réussir, de se perfectionner au quotidien, sa passion, sa capacité de remise en question et de prise de recul font d'Astier un cavalier exceptionnel. GPA est très fier de cette collaboration et d'avoir pu soutenir ce sportif de haut niveau dès le début et tout le long de son ascension. GPA lui souhaite le meilleur pour Tokyo et Paris. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Salut Astier. Salut. Merci de nous accueillir chez toi. Merci pour la cheminée aussi, ce petit feu, parce qu'on est quand même au mois d'avril, mais bon, on est en Normandie, hein, donc le feu, c'était bien. J'ai envie de dire, enfin, on enregistre. Puisque la première fois qu'on a voulu enregistrer avec toi, on a eu un petit raté. Cette fois, on est vraiment heureuse de pouvoir venir à ta rencontre. On va parler de toi, on va parler de ta carrière, de tes chevaux et surtout de l'avenir. Ah. Et oui. Côté palmarès, si on ne devait citer que quelques-unes de tes victoires, évidemment, on pense à ta médaille d'or à Rio par équipe, c'était en 2016, et à ta médaille d'argent en individuel en 2016, toujours à Rio. D'ailleurs, tu as été sacré meilleur athlète français des Jeux de Rio. Tu as réussi à rentrer dans le temps de 50% des concours complets 5 étoiles que tu as couru et c'est la meilleure moyenne au monde. Encore une fois, j'espère que je me trompe pas. Tu fais partie des 3 seuls Français à avoir remporté le prestigieux CCI 4 étoiles de Pau. C'était en 2015. Et nos auditeurs t'attendaient, un peu comme le Messi sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on te demande. Ça fait des mois qu'ils nous réclament de faire cet enregistrement avec toi. Pour la petite histoire, donc on avait demandé sur Insta quelles étaient les personnalités que les auditeurs voulaient entendre et tu étais un des plus demandés, donc on t'a tagué sur Insta pour savoir si t'acceptais de faire l'entretien et t'as dit oui sur Insta. Donc c'est comme ça qu'on en est là aujourd'hui, donc déjà merci à nos auditeurs et merci à toi.
Alors, tu es né en 1989, tu as 32 ans cette année, tu as commencé à monter à cheval, je crois, si je me trompe pas, à l'âge de 7 ans, poussé par ta maman. S'en suivent des médailles, mais ce qu'on aimerait quand même te demander, c'est que tu te présentes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours et comment t'en es arrivé à être le cavalier que t'es aujourd'hui ? Tout d'abord, c'est plutôt moi qui me suis poussé à monter à cheval parce que ma mère me faisait marcher derrière elle pendant qu'elle se baladait. Donc forcément, j'ai eu, par fainéantise, envie de monter à cheval. Et après, s'ensuit une grande carrière en poney club. D'accord. Après avoir débuté un petit peu à la campagne avec maman ou une de ses amies, elle se faisait prêter un cheval, quoi. Rapidement, elle m'a emmené au poney club et là, j'ai rencontré une des personnes qui était déterminante dans mon parcours professionnel et même personnel, parce que tout ça c'est très proche, Marie-Reine Perrier, qui m'a mis à cheval et qui est une femme de cheval remarquable, qui a formé pas mal de cavaliers qui ont eu pas mal de succès aussi. Un des autres que vous connaissez qui est très actuel, c'est Thomas Carlyle. Et donc poney club avec Marie-Reine pendant un moment, un long moment. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai eu la chance d'aller chez Andrew Nicholson aussi, qui a été très marquant pour moi. Là, plutôt dans le côté, dans le professionnalisme, le système d'exploitation de ces chevaux de sport et de gestion de leur carrière. Et puis après, j'étais à mon compte. Pourquoi est-ce que tu as choisi la discipline du concours complet quand tu as commencé ta carrière en poney club ? À quel moment tu t'es dit que c'était la discipline que tu voulais faire ? Est-ce que c'était parce que tu aimais un peu toutes les disciplines ? Est-ce que c'était par attrait pour le cross ? Alors c'est pas mal par attrait pour le cross, même si j'ai toujours aimé plein de choses à cheval. Et ça a commencé dans ce fameux poney club justement où Marie-Reine m'a fait essayer les 3 disciplines olympiques. D'ailleurs au championnat de France poney à la Motte Beuvron, elle m'avait fait faire un peu de tout, du dressage. J'ai fait du dressage, moi j'ai fini 7 sur 7. Bon, c'était pas ta meilleure perf du coup. J'ai fait du CSO, j'ai gagné un championnat en CSO et du complet et puis même des courses à poney aussi auxquelles j'ai beaucoup accroché. Et en complet, ce qui me plaît le plus, c'est le cross, comme beaucoup de cavaliers complets, hein, ça c'est une réponse assez classique. Mais elle m'a laissé le choix, et elle avait des élèves qui couraient en CSO, d'autres en dressage et en complet. Et pour tout dire, après un an de poney club, le système, avant d'être trop sous son aile, à elle, qui était une femme exceptionnelle, j'étais un peu dans le système poney club, reprise, et je trouvais ça ennuyant. J'ai voulu arrêter, mais finalement, quand j'ai eu le droit d'aller faire des trottings, entre guillemets de trotting, tout seul, là j'ai commencé à accrocher avec les chevaux et c'est pour ça que c'est ça que je retrouve dans le cross, c'est-à-dire que en trotting je trouvais le plus d'obstacles effrayants à sauter ou de trucs à descendre, à monter un peu, voilà, du vrai cross-country à l'état pur et simple, et c'est là que j'ai vraiment accroché avec les chevaux parce qu'on fait ça ensemble, on s'amuse ensemble, on surmonte nos peurs ensemble, et c'est quelque chose que je retrouve dans le cross. Dans notre média Astier, l'objectif, c'est en effet de revenir sur la carrière, sur tes médailles, sur tes victoires, etc. Mais aussi de mieux découvrir une personnalité. Et surtout, ses traits de caractère, notamment. Et toi, Astier, quand on parle de toi, on a souvent entendu dire que tu pouvais être tête en l'air, parfois être un peu distant. Comment est-ce que toi, tu te perçois en tant que personne, tout simplement ? Déjà, tête en l'air et distance, c'est 2 choses qui peuvent aller ensemble, donc là il y a une certaine logique. Après, moi, par rapport à tête en l'air, je pense pas, parce que je suis sans arrêt en train de penser à ce que j'ai à faire, à mes chevaux, à mon plan de bataille, on va dire. Et tête en l'air, je suis peut-être tête en l'air pour tout ce qui est se balader dans les allées et dire bonjour à monsieur et madame, ou à un tel et un tel, quoi. Mais je suis toujours en fait très focalisé sur mes chevaux et ce que j'ai à faire, donc oui, je suis pas dans le même focus exactement que tous les gens que je croise, parce que voilà, je suis en concours et j'y suis pour quelque chose. Mais voilà, c'est plus un décalage, je dirais, que côté tête en l'air. On aurait bien aimé pouvoir interviewer par exemple ton groom ou ton chef d'écurie, savoir comment ça se passe la collaboration avec toi. Si on avait dû leur demander quel type de personne tu étais, quel type de cavalier tu étais, tu penses qu'ils auraient dit quoi ? Fallait leur demander. Mec généreux, exceptionnel, plein d'empathie. Non, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Ouais, je sais pas, moi.
J'ai donné déjà mon aspect. Faudrait qu'on en a quelqu'un de ton entourage. Ouais, je donnais ma version sur cet aspect-là, côté tête en l'air, je sais pas quoi, mais pour ce qui est de comment on me perçoit, je sais pas, je suis un pro de la communication, c'est ça, non? Ouais, pas trop, ouais, c'est ça. Mais, voilà, déterminé et pas très optimal en communication, mais ça s'améliore. À ce jour, tu es l'un des seuls cavaliers français à avoir participé au sein de l'équipe de France au championnat d'Europe de concours complet poney, junior, jeune cavalier pendant 6 années consécutives. Tu as vraiment suivi le chemin classique et en même temps finalement pas tant que ça. Est-ce que le fait d'avoir suivi pour toi le parcours jeune, du début à la fin, t'a aidé, à ton avis, dans l'évolution et la construction de ta carrière professionnelle ? Oui, d'un point de vue, je dirais, parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour réussir à haut niveau à cheval. Hein, on a plein de contre-exemples, ou d'autres exemples même. Parce que comme tu le dis, je suis le seul à l'avoir fait, donc c'est plutôt moi qui fais un contre-exemple. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que très tôt, j'ai eu l'expérience des championnats internationaux, du format Coupe des Nations, des défilés des nations, des travail avec un staff qui n'est pas forcément, tu vois, ton staff, ton entraîneur, donc tu vois toutes ces perturbations en fait qui ne paraissent pas depuis l'extérieur, mais qui en sont réellement le jour J et la semaine du championnat. Donc ça, c'est une expérience qui m'était donnée tôt et c'est très bien. Et puis d'autre part, il y a aussi le fait d'être à poney où c'est un petit peu des cartes. Et puis après, on passe sur des Formule 1. Il y a un peu plus de pilotage à faire. Et mine de rien, d'une année à l'autre, il a fallu être encore dans l'équipe. C'est vrai que ma première année de junior, pour être sélectionné, j'ai un peu transpiré à poney, c'était un peu acquis. Et première année de junior, en plus, je montais un cheval d'1m76 qui avait un galop un petit peu ouvert. En sortant d'un poney, forcément, on était sur un contraste énorme. Et le fait de pas se forcer, mais se challenger pour y arriver et pas se donner une année de gap, c'était tout de suite rentrer dans la pression de sélection des objectifs sportifs, quoi. C'est minime, mais c'était un challenge de compétiteurs qui était là. Quand tu as terminé tes années jeune cavalier, tu as décidé de partir une année en Angleterre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix ? Est-ce que tu penses d'ailleurs que c'est indispensable d'aller se former chez un cavalier à l'étranger quand on est jeune ? Est-ce que c'est la piste à privilégier pour essayer de développer une carrière et de construire une carrière stable et solide ? Encore une fois, il y a pas mal de personnes qui ont fait sans cet aspect-là, mais il y en a quand même beaucoup. De nos jours, en tout cas dans l'époque moderne, on voit beaucoup de jeunes cavaliers qui vont se former à l'étranger. Moi j'ai fait ça parce que j'avais fait un stage chez Andrew Nicholson qui avait été assez marquant. J'ai découvert le complet en Angleterre, c'est passionnant, c'est la NBA, le circuit de complet là-bas, c'est comme la NBA aux États-Unis en basket. C'est vraiment différent du système français ? En fait c'est 1000 fois plus performant, c'est aussi simple que ça. Donc il y a tout le monde, il y a toute l'élite, il y a tous les niveaux, tous les week-ends, à une demi-heure de chez soi. Enfin, pour faire du sur-mesure, on peut pas faire mieux. En France, les organisateurs font des efforts énormes pour organiser en ce moment, dans ces périodes compliquées. Et ils essaient de nous faire, Thierry d'ailleurs, les soutiens et les pousse beaucoup pour nous faire un programme très adapté. Mais là-bas, il y a tout simplement, il n'y a pas besoin de se décarcasser autant. Il y a une richesse énorme qui fait un programme très riche, donc très complet, donc très sur mesure, ce qui permet d'optimiser, on va dire, un peu chaque cheval. Voilà, ça c'est pourquoi j'y suis allé. Je voulais absolument retourner là-bas. Donc moi j'ai arrêté mes études pour faire passer la pilule à mes parents. Il fallait que je trouve une bourse. Alors je trouvais une bourse dans un collège qui avait pas mal d'académies sportives. Et donc j'ai pris des études comme ci, comme ça. Equine management, je dirais, business management. Je m'en souviens pas énormément, mais c'était surtout pour pouvoir monter à cheval en Angleterre. Et tout ça à pas de frais, quoi, parce que les chevaux étaient pris en charge, la chambre, les études. Donc moi je voulais absolument remettre un pied là-bas, mais j'étais pas en odeur de sainteté à la maison, donc il fallait que je me débrouille autrement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on va... tu me demandais pourquoi est-ce qu'on devrait, ou on doit, ou on va en Angleterre, enfin, en Angleterre ou à l'étranger. Je pense que à l'international, qu'est-ce qui change ? Les juges, qu'est-ce qui change ? Les concurrents. Bon, c'est quand même bien d'aller voir pas ses ennemis, mais ses concurrents de l'intérieur, c'est une des meilleures manières de pouvoir les battre, déjà. Ensuite, évidemment que c'est enrichissant pour chacun d'aller voir ailleurs.
Et ben, à l'étranger, c'est encore plus ailleurs. C'est une autre culture, c'est une autre manière de faire. Donc tout ça est très enrichissant pour tous les jeunes. Là, tu viens de nous le dire, donc la licence, c'était bien Equine Management. On s'est renseigné. Tu l'as fait pour tes parents, pour que la pilule passe bien, etc. Ce qui me permettait d'avoir, en fait, de finir sur une double licence. J'avais une licence en agronomie et une licence là-dedans. Ça faisait un peu moins bien que juste des études arrêtées, quoi. Justement, c'est là un peu où je veux en venir. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de jeunes cavaliers qui arrêtent les études après le bac, voire même avant. Toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu te rends bien compte que être cavalier, c'est aussi être un chef d'entreprise. Est-ce que finalement ça t'a servi ? Qu'est-ce que tu en retires et quelles leçons est-ce que tu pourrais donner finalement à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans le métier comme toi, tu t'es lancé ? Moi, je dirais que les études, c'est pas forcément indispensable. Ça dépend de son entourage. Si un entourage assez solide, on peut prendre des risques. S'il n'y a pas d'entourage solide et qu'on a, au-delà de la volonté de faire, ça c'est indispensable pour toute personne qui veut mener une carrière. Mais et du courage pour le travail, etc. Après, il y en a qui sont très débrouillards, il y en a qui sont très naturellement commerçants. Voilà, il y a plein d'autres aspects. Si jamais ça marche pas en sport, on peut faire du commerce, on peut faire du coaching. Donc il faut un petit peu savoir évaluer ses forces. Et si on est jeune, il faut quand même demander à son entourage, voir comment on est perçu, parce que les gens qui savent vendre des aspirateurs en toquant à la porte, tu veux, on le sait depuis qu'ils sont jeunes. Et ces gens-là, voilà, si ce mec-là, il veut faire du cheval à haut niveau, ça marche pas, il pourra toujours faire du commerce, il pourra toujours vendre des idées. Il y a des gens qui ont ça, donc il faut surtout savoir un peu ce qu'on est. Et le monde du cheval est quand même un monde qui emploie beaucoup de personnes, qui a des horizons assez divers et variés, et ce qui permet d'avoir plusieurs casquettes ou plusieurs options dans son travail, même si beaucoup de jeunes veulent tenter la carrière pour faire du sport de haut niveau. Tu penses que tu aurais pu rester au Royaume-Uni, continuer ta carrière, continuer d'entretenir les relations avec le staff fédéral français, de progresser, ou est-ce qu'il y a un moment où tu as eu le besoin de rentrer en France, d'être entouré par le staff français pour pouvoir intégrer l'équipe de France et courir en fait pour les couleurs de l'équipe de France ? C'est pas ça qui m'a fait rentrer, parce que j'étais sélectionné aux Jeux et au Championnat d'Europe 2013 et j'étais en vue pour 2014, mais mon cheval était blessé tout en étant en Angleterre. Donc c'est pas ça qui m'a fait rentrer, mais c'est plus parce que beaucoup de propriétaires m'appelaient pour me confier des chevaux et finalement se décourageaient parce que j'étais en Angleterre. C'était à la fois très proche et il y avait la mer entre nous, quoi. T'arrivais quand t'étais en Angleterre à gérer en fait tes relations avec l'équipe de France ? C'était pas un problème la distance ? Écoute, les relations avec l'équipe de France, on se retrouvait sur les concours majeurs et puis en stage de préparation si j'étais sélectionné. Donc c'était j'étais un peu moins proche que maintenant des autres, puisque je faisais pas les concours intermédiaires avec eux, mais je faisais les gros rendez-vous avec eux. Donc moi ça m'allait très bien comme ça. C'était pas ça le problème. Aujourd'hui, Astier, tu continues de t'entraîner et concourir en Angleterre. On le sait, tu y es très attaché. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle analyse, toi, tu fais du circuit de concours complet et notamment quelle comparaison est-ce que tu peux faire entre les concours en France et les concours là-bas sur les terres britanniques ? Est-ce que tu penses qu'il y aurait des axes d'amélioration à importer de l'Angleterre à chez nous ? Alors, c'est très différent et pour plusieurs raisons. Je ne pense pas qu'on puisse reproduire le système anglais chez nous. Pour deux raisons. La culture du concours complet en Angleterre, c'est le sport là-bas, c'est le sport des rois avec chasse à courre et steeplechase. Voilà, c'est trois sports très cousins, très imprégnés dans la mentalité anglaise. Ensuite, nous, on a un territoire beaucoup plus vaste. Et bon, pour parler de culture, nous, c'est plus course hippique et saut d'obstacles. Et on a un territoire beaucoup plus vaste, ce qui rend les choses plus compliquées. En Angleterre, on parle bien d'Angleterre, on enlève le Pays de Galles, on enlève l'Écosse. Il y a beaucoup de concours. Tout est très proche. Donc on court beaucoup de chevaux. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs concours du même niveau dans plusieurs coins de l'Angleterre le même week-end. Parce qu'ils ont réparti ça géographiquement relativement intelligemment pour permettre à tous les compétiteurs de pouvoir sortir leurs chevaux sur différents niveaux, enfin un calendrier qui est très complet. On court aussi, je me souviens d'avoir couru là-bas 4 chevaux, d'avoir fini à 14h. Je suis rentré à la maison, 1 demi-heure de route, j'ai remonté 2 chevaux,
y a une productivité qui est supérieure. Avoir des piquets de chevaux importants comme à Oliver Townend, c'est pas forcément quelque chose qui est envisageable en France. Voilà, donc ça c'est un peu les différences. Est-ce qu'on peut reproduire ça ? Non, parce qu'en France souvent ils sont attachés à la pause déjeuner dans les concours. Donc ça c'est quelque chose qui me choque toujours, même si ça me choque encore plus quand je suis revenu. Et parce que il y a moins de chevaux, moins de cavaliers. Faut voir les effectifs. Hein. Je les ai plus en tête, mais une fois j'avais regardé le nombre de licenciés en complet en Angleterre et en France. Le ratio c'est du x10 ou x15. Et en plus sur un plus petit territoire. Donc voilà, ce qui rend forcément le nombre de concours beaucoup plus important pour satisfaire toute cette demande. Et puis aussi cette mentalité anglo-saxonne du bénéfice. Il faut que les organisateurs sont très, très à profit. Et puis du coup, pour ce faire, ils essaient de passer 1200 chevaux en 3 jours. Et ils y arrivent souvent. Sur des terrains qui n'ont pas, on va dire, trop aménagés, puisque c'est la nature qui le leur permet. Ils sont dans des parcs de châteaux, de grandes demeures, et c'est 4 ficelles et sur un beau gazon. Donc c'est pas non plus une carrette ou bain Clément montée de toutes pièces pour l'occasion. Dans une interview que tu as donnée au magazine Biathlète il y a à peu près 1 an, tu disais que être cavalier, c'est finalement aussi être un manager, un chef d'entreprise. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut être cavalier et se concentrer sur son sport sans cultiver en fait ce côté chef d'entreprise, ce côté entrepreneuriat, manager, ou est-ce que maintenant c'est devenu inhérent en fait à la vie sportive ? On est obligé de prendre en compte toutes les contraintes financières et de créer un business model et de devenir chef d'entreprise pour faire vivre sa structure et pour alimenter sa carrière sportive. Encore une fois, je vais parler un peu de l'entourage. Moi, je pense que c'est obligatoire, mais parfois, il y a des gens qui sont entourés par leur famille ou par des proches ou par des collaborateurs qui travaillent de manière très étroite et qui leur permet d'être un peu plus cavalier professionnel, sportif professionnel, parce qu'aujourd'hui, cavalier professionnel, c'est le chef d'équipe, c'est le manager, c'est celui le chef d'entreprise plutôt que chef d'équipe, qui s'occupe de toute la boutique. Mais oui, il y a cette problématique à laquelle il faut répondre obligatoirement pour être performant. Il ne suffit pas de bien monter à cheval. Et puis après, ça dépend de si c'est toi ou quelqu'un avec qui tu collabores. On va revenir un peu sur ta carrière sportive, Astier. Et évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer les années 2015-2016. 2015, le CCI Pau. 2016, évidemment, Rio. 2 médailles. Comment est-ce que tu as vécu Rio, la pression, les médias, le retour de Rio, l'avant, après ? On m'a soufflé une petite anecdote. On m'a dit que à l'entrée de piste de la finale des Jeux en individuel, tu aurais dit à Michel Asseret, le DTN de concours complet, qu'il n'avait pas du tout à s'inquiéter et que tu allais lui ramener la médaille. C'est un trait de caractère que tu as d'être aussi, de prendre les choses avec autant de légèreté. Alors, c'était l'équipe, déjà. C'était l'équipe. Je me souviens pas exactement, mais comme ça m'a été rapporté par pas mal de personnes, dont des gens, immédiatement sur place aussi à la sortie de piste, donc apparemment c'est pas une légende. Moi, j'ai pas le souvenir. J'étais un petit peu comme on peut être dans des grands rendez-vous, un peu transcendé. Et j'appellerais pas ça de la légèreté, par contre. Au contraire, moi, c'était quelque chose de très intense, très. Je me souviens juste de l'avoir un petit peu pas envoyé balader, mais genre arrête de me faire des calculs, de me stresser là, parce qu'il était plus lui-même là, il était compendu, et ça m'aidait pas pour la piste. Donc je l'ai envoyé un peu balader en disant en reprenant les sources, que c'est bon, j'allais lui sortir sans faute et récupérer la médaille qu'il nous fallait. Parce qu'on visait l'or, mais je veux dire, on n'avait pas l'or garanti si je faisais sans faute, ça dépendait aussi des autres. Donc la médaille, pour rester sur le podium par équipe, il fallait que je fasse sans faute. Et oui, c'était plutôt, laisse-moi me concentrer, je suis focus là, je suis dans un tunnel, il n'y a rien sur les côtés, il y a tout devant. C'était plus ça que de la légèreté, c'est pas parce que j'étais en train de plaisanter avec lui. Au contraire, j'étais un peu hard. Ta confiance, elle venait de ta confiance en toi, de ta confiance en ta préparation ou de la confiance dans ton cheval sur le moment, que tu sentais particulièrement bien et affranchi des fautes, quoi. Mon cheval était bon, parce que maintenant il brûle plus d'herbe.
Le cheval était très bon. Je sentais bien le parcours. J'avais très très envie de faire une performance aussi. Je crois que la détente s'était bien passée. L'année s'était bien passée, l'année d'avant aussi. Il y a plein de choses qui... J'ai pas le souvenir précis, c'est des moments... même en sortant de piste, je me souvenais pas de l'avoir dit. Donc c'est des choses qui sont très vécues très intensément sur le moment. D'ailleurs c'est bizarre, ça m'arrive pas de dire des choses dont je me souviens pas, sauf en fin de soirée peut-être. Mais... Et comment est-ce que tu as vécu l'après-Rio ? Parce que j'imagine que les choses ont beaucoup changé pour toi à ce moment-là. T'étais peut-être pas forcément... Alors oui, t'étais prêt, tu avais envie de faire une performance, mais t'étais peut-être pas forcément préparé à ce qui allait t'arriver après. Oui, pas préparé, parce que j'avais pas estimé les Jeux Olympiques aussi importants avant de les faire, et encore plus d'avoir du succès là-bas que c'est le cas. Moi, j'ai trouvé que... Je crois que c'était fin octobre, je me suis dit, bon, c'est pas encore reposé depuis Rio. Et tous les jours, il y avait quelqu'un avec qui célébrer les bonnes nouvelles. Ou beaucoup de sollicitations médiatiques, il fallait toujours prendre la voiture pour aller à Paris, tout ça. Ça, c'est l'immédiatement après. Ensuite, ça aide un peu, même carrément professionnellement. Les gens vous font plus confiance. Et politiquement, hein, ça ouvre beaucoup de portes. C'est un bon gros passeport international. Déjà, même les gens qui ont participé aux Jeux Olympiques, ils sont regardés respectueusement. Alors, quand on a eu du succès, c'était encore plus facile. Comment tu fais aujourd'hui, à quelques mois de potentiellement Tokyo, à quelques années maintenant de Paris, pour capitaliser sur ton expérience de Rio, pour t'en servir, pour te préparer ? Est-ce que c'est vraiment un avantage et un atout pour toi dans ta préparation aujourd'hui, de l'avoir déjà vécu, de savoir ce qui t'attend un petit peu, ou est-ce que quelque part tu te prépares un peu de la même façon parce que tu avais déjà les bons outils à l'époque, et donc tout simplement tu copies-colles ce qui a marché pour Rio ? Non, je suis quand même dans un autre stade de structuration de mon écurie. Quand j'ai fait Tokyo, c'était un petit peu la sortie de mon époque amateur, le début de mon professionnalisme, avec un système qui reposait sur peu de piliers, qui était très instinctif, avec pas une tonne de chevaux. Donc c'est assez différent, il faut être honnête. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la situation actuelle ? Aujourd'hui c'est différent, j'ai une écurie au sens classique, avec une grosse quinzaine de chevaux, du staff, une secrétaire, un responsable de communication. C'est un petit peu différent quand même. Donc avant Rio, Rio, on était plus sur... on fait du sport, il y a succès, putain, si on en fait un autre, on va peut-être être sélectionné, on est sélectionné, le cheval va toujours bien, bon, on le prépare bien, maintenant on met dans du coton, hop, on le sent bien, bon, Rio, quel est ton favori, moi-même, ok, j'y vais, tout, super. Ça c'est fait. Maintenant, on est plus rechercher le cheval, rechercher des chevaux, parce qu'on sait aussi qu'il y aller avec un cheval, comme j'ai fait à Rio, c'est quand même... c'est chanceux, c'est hasardeux d'avoir un cheval pour préparer une échéance, donc on essaie de construire des bases plus larges. Il y a tout un... Voilà, maintenant il y a une plus grosse conscience de la mise en place du système pour y arriver. Bon, après, Astia, on va parler de l'avenir, mais on peut quand même pas ne pas revenir sur ce cheval-là qui t'a offert l'or à Rio et l'argent en individuel. Piaf de Bnéville, est-ce que tu pourrais nous parler de lui ? Dans une interview pour Les Pros, tu as dit que c'était évidemment le cheval de ta vie et que ce sera toujours lui, qu'il t'a donné un statut. Je crois que ce cheval-là, il n'était pas du tout destiné à faire du haut niveau à la base. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur votre rencontre et puis les moments forts de votre carrière ? J'ai dit que c'était le cheval de ma vie qui le resterait toujours, mais j'ai dit que ce ne serait pas forcément le seul. Parce que ça, je ne peux pas parler de l'avenir. Mais ouais, aujourd'hui, c'est le cheval de ma vie absolu. En fait, je pense que ce qui a aidé ce cheval, qui ne passait pas la visite veto à 6 ans, quand on l'a acquis avec Michel de Châteauvieux, c'est que moi, j'étais à un niveau moindre à l'époque. J'étais un peu plus amateur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ayant plus de capacité technique et plus d'exigence, le cheval, je l'aurais peut-être un petit peu sollicité et il aurait peut-être faibli un peu. Tandis que
moi j'ai continué d'apprendre. Voilà, j'avais déjà fait quelques épreuves importantes avant, mais je continue mon apprentissage et je le montais, on va dire, à 70% de ses capacités. Aujourd'hui, je serai plus de 95-100% de ses capacités à chaque stade de sa progression. Avec un cheval qui a des petits soucis de santé, ça serait peut-être pas passé. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi. On a parlé de Piaf, on a parlé un peu au passé, maintenant on va parler donc au futur. Donc Rio, c'était il y a 5 ans. Tokyo, ce sera cette année. Paris, dans 3 ans. On sait que tu as un nouveau cheval dans ta vie sur lequel tu as fondé beaucoup d'espoir. C'est Babylone de Gamma, qui a déjà accumulé un certain nombre de participations à l'international. Tu as gagné notamment le CCI 4 étoiles de Blair Castle. Et tu es qualifié pour les Jeux de Tokyo s'ils se tiennent. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ce nouveau cheval ? Il me semble que c'est le cheval que j'avais vu. Est-ce que c'est le cheval que j'avais vu chez Édouard ? Un gris ? Oui, il vient sauter chez Édouard. C'est le cheval que j'avais vu chez Édouard, du coup, voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce cheval, de tes ambitions et de la manière dont tu le fais progresser, dont tu l'entraînes, en fait, en vue des échéances très proches ? Ce cheval-là, moi j'ai toujours dit, je sais pas si c'est le meilleur, mais en anglais je dirais the nicest, hein, le plus, enfin, il a l'air très talentueux. Quand on monte dessus, le feeling est incroyable. C'est pour ça que je différencie bien le best du nicest, parce que le best pour l'instant c'est Piaf, il a fait beaucoup de résultats même en dehors de Rio. J'ai pas fait ça avec Babylone, mais il a déjà fait des beaux résultats. Il est 3e au Lyon, il a gagné Blair. Mais c'est un cheval qui est pétri de qualité, et quand on est dessus, on est installé sur une belle Ferrari. Ce cheval a 10 ans aujourd'hui, il est qualifié pour Tokyo comme tu dis. Aujourd'hui on n'est pas forcément dans le wagon de tête, on n'est pas loin je pense, et après il y a le dressage qu'on peut améliorer. Moi je me suis un petit peu égaré dans cette discipline, il faut le dire franchement, dans cette phase plutôt. J'ai été plus performant que je ne l'étais récemment, mais là je suis en train de retrouver des bonnes sensations. Je dis pas ça parce que je suis interviewé, mais parce que là j'ai fait la rencontre de quelqu'un récemment qui me redonne un petit peu goût à ça et me fait comprendre pas mal de choses, et puis me laisse voir le potentiel du cheval que j'ai jamais négligé ni sous-estimé, mais dans cette phase. Et voilà, les choses aujourd'hui redémarrent bien, et il faut que les autres devant fassent attention parce qu'on n'est pas loin. Puis on est chaud. Et je vais rebondir là sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnes avec qui tu t'entraînes ? Je crois bien savoir que notamment tu montes avec Édouard un peu à l'Écode. Tu y vas, ou voilà, vous échangez en tout cas sur le travail à l'obstacle. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'un cavalier comme Édouard ou une personne dans le dressage peut t'apporter dans le fonctionnement de tes écuries, dans le fonctionnement de tes chevaux, en plus du stade fédéral que tu as à tes côtés tout au long de l'année ? Disons que les gars comme Édouard ou Bernard Bosso, du coup, en dressage, qui est pas très loin de Lisieux, et l'un et l'autre d'ailleurs, c'est quelque chose de plus proche, plus au quotidien. Le staff, c'est de l'échange téléphonique, et puis après, c'est ponctuel en compétition. En fait, c'est puristes dans leur discipline. Donc, la réponse est assez évidente, parce que nous, étant des triathlètes, ok, on peut pas pratiquer la discipline exactement de la même manière qu'eux, parce qu'on a des contraintes un peu variées quand même dans ce sport, mais forcément que des systèmes de gens qui sont dans ce sport de manière exclusive, avec des chevaux génétiquement programmés pour ces épreuves-là, forcément qu'ils vont avoir beaucoup plus de méthodes et qui vont pouvoir nous enrichir par ces points de vue-là. Nous, comme on est sans arrêt dans le triathlon, dans les trois directions, on peut être un petit peu sur une moyenne des choses, et là c'est l'occasion à chaque fois d'avoir une piqûre de rappel pour aller un peu dans l'exigence pure de la phase en question, que ce soit le saut d'obstacle ou le dressage. Et tu penses vraiment que vous pouvez pas exceller dans une discipline ? En fait, je pense à toujours la même personne, mais Michael Young, qu'on a vu nous courir le 5 étoiles à Bordeaux, en indoor. On le voit parmi les cavaliers de CSO de 5 étoiles. On a l'impression que
c'est sa discipline. Il y a pas de gap de niveau, en tout cas à l'œil. Ouais. On a l'impression qu'il est capable d'aller courir demain les plus grosses épreuves, les plus gros championnats. Est-ce que tu penses que c'est juste parce que c'est un extraterrestre, ou est-ce que c'est reproductible mais très difficilement? Moi, je pense que le mec, il est incontestable que c'est une star. Par contre, moi, je pense que ce qui permet de faire ça, c'est encore une fois, je parle d'entourage, de système. Lui, pour parler de lui, il est né et il a évolué dans la structure de ses parents qui étaient des enseignants, des professeurs d'équitation, je ne sais pas exactement. Et tout est très calé. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a été chez lui, un ami qui s'appelle Jock Padgett, qui a gagné badminton, je ne sais plus quelle année, en 2013. Et tout est très très calé. Donc il y a peu de chevaux de complet, il y a quelques chevaux de dressage, maintenant de plus en plus de chevaux de CSO. C'est une question d'emploi du temps, c'est une question de système. Je pense qu'il y a plus de cavaliers de complet qu'on ne le croit, qui peuvent monter à la télévision en CSO sans avoir l'air d'être dépassés ou de venir d'une autre discipline. Après, le système qu'a monté Michael, je ne le connais pas en détail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le respecter et l'admirer, puisque ça lui permet d'être très performant partout. Tu veux remettre du bois, Astier? Je vois qu'il se retourne. On remet du bois, on mange un petit truc et on rattaque. Allez, le temps qu'Astier remette un peu de bois dans la cheminée, je prends le temps de vous dire quelques mots. Nous sommes déjà partis à la rencontre de pas moins de 51 personnalités des sports équestres, toutes plus passionnantes les unes que les autres, et nous avons déjà enregistré la plupart des épisodes à venir. Mais nous sommes curieuses et nous avons envie de vous embarquer avec nous dans cette aventure. Alors dites-nous qui nous pourrions aller interviewer. Le cavalier, la cavalière, la personnalité du sport avec laquelle vous rêveriez d'échanger une heure autour d'un café. Si vous avez votre petite idée, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, nous répondons toujours. Je vous laisse en compagnie du champion olympique Astier Nicolas. Après cette petite pause, les auditeurs ne le sauront pas, mais on a quand même fait une petite pause. J'aimerais bien évoquer avec toi, Astier, le sujet qui est celui du modèle économique dans lequel évoluent les cavaliers de concours complets. Par rapport au CSO, les gains sont beaucoup moins importants. Et surtout récemment, de plus en plus. Voilà. Il n'existe pas de circuit aussi lucratif qu'on le connaît dans le jumping avec le Global Champions Tour, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, est-ce que tu vis de ton sport aujourd'hui ? Et est-ce que tu penses que certains modèles du jumping pourraient être importés dans le concours complet ? Écoute, aujourd'hui, c'est vrai que nous, les gains ont toujours été un peu en deçà des moyennes des sports comme le jumping. Mais c'est vrai que là, ça a diminué encore plus fortement, donc ça devient très problématique. Ça devient très problématique parce qu'avant, ok, c'était pas ça qui était la base de notre économie, mais c'était quelque chose qui quand même permettait d'amortir, d'amoindrir certains coûts qui rentraient ça rentrait dans des équations. Maintenant, c'est vrai que ça a tendance à plus trop y rentrer. Alors, on a quand même eu, on va dire, à mon avis, la bonne idée de s'associer pour parler de ça et vraiment mettre ça à plat sur la table avec les organisateurs et les différents acteurs de la filière. On sait que c'est compliqué, que c'est pas des organisateurs qui sont radins ou qui se mettent tout dans les poches, mais il faut que ça cesse parce que nous, quand on fait de mauvaises années, on dit pas je te paierai la moitié de l'engagement l'année prochaine ou je paye la moitié, comme parfois ils dotent moins parce qu'ils n'ont pas une bonne année. Mais nous, en revanche, on n'a pas cette option-là en tant que consommateur de concours. Donc, il faut évidemment qu'il y ait une logique meilleure qui s'installe. Après, qu'est-ce qu'on peut faire en complet pour vivre économiquement ? Nous, on fait du commerce, comme dans les autres disciplines. Mais le commerce en complet, on va dire qu'il a un créneau, il a une niche qui est assez intéressante. C'est que les chevaux sont encore plus ou moins accessibles. Et c'est vrai que comme il n'y a pas un effectif énorme de chevaux et de cavaliers, quand vous mettez des chevaux chez un bon cavalier qui y croit, il y a forte chance de faire une sortie commerciale intéressante. Voilà, donc ça c'est un aspect qui est quand même prépondérant dans le complet pour faire tourner sa boutique, comme on dit. Et après les modèles du jumping, alors je sais pas à quel modèle tu fais allusion, mais c'est vrai que d'avoir des gros investisseurs qui
suivent des cavaliers de complet, on voit ça arriver avec les Perrompettes qui sont avec Nicolas Touzin. Ça, c'est quelque chose qui marche très fort d'ailleurs. Il a des très bons résultats et son meilleur cheval est un des leurs. Et ils ont acquis d'autres chevaux et ça a l'air de bien fonctionner. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Je pense qu'on va être assez attirant de ce point de vue-là pour des gens comme ça parce que on a une discipline qui, quand ils la voient, les fait assez vibrer. J'ai pu en témoigner à Rio. Et comme je le disais encore tout à l'heure, les prix, il y a un vrai gap quand même entre les deux disciplines, les prix d'achat. Nos chevaux de haut niveau peuvent coûter le prix d'un bon 4 ans. Un très bon 4 ans, hein, bien sûr, un bon 5 ans. Et ce qui fait que voilà, on peut investir dans cette discipline, se faire plaisir, et puis ça empêche pas de continuer évidemment dans la discipline de prédilection ou initiale, mais ça peut être une option super et super enrichissante, quoi. On vient d'interviewer Kevin Stott, alors les auditeurs ne le savent pas forcément, mais on a beaucoup parlé du système qu'il a mis en place avec Vivaldi Jumping notamment, avec les écuries de groupe. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui pourrait être reproductible aussi dans le concours complet ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est reproductible dans toutes les disciplines. À la base, c'est un système qui vient des courses. Donc voilà, le gap entre les courses et le monde du sport, il est plus important, on va dire, que entre toutes les disciplines olympiques. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Le tout, c'est justement de prendre le temps et de trouver voilà, le chef d'orchestre pour organiser tout ça. Moi, je pense que ce qui pourrait marcher de plus en plus, moi qui fréquente pas mal le milieu des courses ici, c'est la syndication de chevaux. Alors oui, ça existe. Mais je parle via une plateforme internet, vendre des parts de chevaux. Si vous voulez avoir une part d'un cheval de Kevin Stott, vous n'avez pas forcément le cran de l'appeler et de dire je prendrais bien un petit pourcent. Voilà. Alors que si sur internet c'est disponible, après aux cavaliers, aux boutiques de fixer la part minimum. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a plus de choses que l'on croit qui sont accessibles au commun des mortels, ce qui permet à la fois aux cavaliers de conserver des chevaux et de les syndiquer, et à la fois au plus grand nombre de se permettre ce luxe qui voilà, n'en est pas toujours un, si en fait on sait le présenter. Par contre, là c'est mon point de vue que je t'expose, mais après je pense qu'il faut aussi savoir, pour le cavalier, fédérer tous ces gens-là, tous ces propriétaires, les emmener un peu dans le rêve olympique, le rêve du concours, du haut niveau. C'est aussi quelque chose qu'il faut emporter avec la syndication, avec les écuries de groupe. Est-ce que tu penses, je continue la question, est-ce que tu penses aujourd'hui que les cavaliers de concours complet, qui fuient parfois un peu les médias, même s'il y a eu des gros efforts de fait, et que je pense que maintenant le monde du concours complet français tient compte en fait de ces exigences-là d'exister dans les médias, etc. Est-ce que tu penses que les cavaliers de concours complet français sont prêts aujourd'hui à investir la sphère médiatique pour faire parler d'eux, pour raconter des histoires, pour être un peu dans le stage, Ouais. Moi, j'avoue que tu me surprends un peu en me disant qu'on fuit les médias. J'ai plutôt l'impression inverse. Que les médias fuient les cavaliers de concours. Sans fuir, mais s'en approche un petit peu moins. C'est possible, mais j'ai pas cette impression. Je pense que oui, clairement, tout le monde n'est qu'à voir les jeunes, ils sont encore plus présents que nous sur les réseaux sociaux et dans les médias, on voit je vois parfois passer un article de jeunes dont j'ignorais totalement le nom, ils sont au taquet. Donc oui, je pense qu'ils sont prêts à faire ça. Et je me souviens plus de la première question. C'était un constat, c'était plutôt le fait que oui, avoir des propriétaires, c'est évidemment important, mais après il faut aussi les emmener avec toi dans le sport. Bien sûr, mais je pense que ça c'est la partie la plus importante et il faut pouvoir organiser un accueil suffisant pour ces gens-là, leur sélectionner la compétition ou le moment ou l'endroit le plus opportun pour leur présenter la discipline et les faire vibrer. Mais c'est évident, il suffit pas d'en parler, de faire des vidéos, etc. Il faut absolument faire vivre une expérience. D'ailleurs, en immersion en tant qu'affaire avec d'autres propriétaires déjà existants, qui ont un recul, qui ont un affect, qui ont eu des peines, qui ont eu des joies, qui ont vibré, qui ont stressé, qui ont pleuré. Et ça, c'est ce qu'on... En tout cas, moi, je m'attelle à faire. Et en faisant des bonnes hospitalités sur des concours bien choisis,
on voit qu'on arrive à fidéliser fortement une certaine clientèle, d'ailleurs assez variée. La viabilité financière de la discipline, c'est quand même c'est un des sujets du moment. Et l'autre sujet du moment, quand on parle concours complet, c'est la sécurité. Il y a eu l'année dernière des accidents tragiques en concours complet. C'est un sujet qu'on avait aussi abordé avec Victor Lévesque et j'aimerais bien avoir ton opinion dessus. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir continuer de faire progresser la discipline, de réduire les risques sans dénaturer en fait réellement ce sport? C'est quelque chose sur lequel il va falloir être très prudent. En parlant de sécurité, il va falloir être très prudent parce qu'effectivement, on pourrait bien dénaturer la discipline. J'entends parler de gens qui voudraient rendre tous les obstacles mobiles, démontables, cassables, bref, déformables. À ce moment-là, pour moi, c'est une erreur et pour beaucoup d'autres parce que les chevaux respectent ce qui est fixe. Donc, s'ils apprennent, parce que on va arriver sur une génération de chevaux, mettons qu'on va vers là. On va arriver sur une génération de chevaux qui n'aura jamais connu un tronc, qui aura toujours connu quelque chose qui tombe, comme une barre. C'est comme un cheval, du coup, pas respectueux à l'hippique. Donc voilà, c'est quelque chose de dangereux quand même, parce que dans certaines configurations, toute table démontable soit-elle, on peut faire des chutes quand même, on l'a vu. Et puis, c'est plus le même sport à ce moment-là. Il n'y a plus le respect de l'obstacle de la part du cavalier et du cheval, et ça change totalement. Moi, ça, je pense qu'il ne faut pas l'enlever. C'est une discipline qui est comme elle est. À la rendre comme certains le souhaitent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils le sont quand même. Je pense que c'est surtout par tout petit peu de méconnaissance de la discipline. En fait, c'est pas qu'on la rend plus safe, c'est qu'on est sur une autre discipline. Elle a quoi comme intérêt? Je sais pas. C'est moins technique que du saut d'obstacle. C'est moins dressé que du dressage. Ce serait une discipline hybride pour toi? C'est une sous-discipline pour moi, c'est rien. Après, c'est un sport qu'il faut gérer. On n'est pas là pour faire les caïds et dire que chez nous il y a des morts et on est des courageux. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, personne ne pense comme ça. C'est peut-être une image perçue, mais qui, à mon avis, date. Il y a eu des accidents tragiques, on est les premiers tristes, on est les premiers affectés. Mais c'est une discipline aussi qui comme beaucoup d'autres, comme l'alpinisme, comme le parapente, est forte en sensation, et si vous enlevez le risque, vous tuez la discipline. En parapente et en alpinisme, s'il n'y a pas de risque, l'adrénaline est moindre. Comme disait un Suisse, en parlant de complet, chez nous, à l'époque où les alpinistes font des belles ascensions, on a quelques fois par semaine une nouvelle dans le journal d'accidents tragiques. Bon, ils n'ont pas enlevé les montagnes. Comme il dit. Nous, c'est pareil, c'est une discipline qui comporte ces risques-là. Énormément de choses ont été faites. Il faut continuer de réfléchir et toujours être ouvert à de nouvelles idées qui pourraient sauver des accidents bêtes. Mais ça reste une discipline qui, pratiquée à l'inverse ou pratiquée mal, sanctionne. Voilà, la sanction est parfois très sévère, trop sévère pour des erreurs que l'on a tous fait. Et il y en a qui ont eu... la majorité a la chance de passer au travers, parce que ce sont des erreurs qui peuvent être communes. Et puis, de temps en temps, il y a un accident tragique. On va arriver vers la fin de cette interview, Astier. J'ai une petite question pour toi. Je sais que tu as de nombreux autres talents que celui d'être cavalier. Si tu n'avais pas monté à cheval, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait dans ta vie ? Qu'est-ce que j'aurais Ou fait ? qu'est-ce qui t'aurait plu de faire ? Quelque chose avec la mer, je pense. Quand j'étais petit, je voulais être pêcheur ou marin, je sais plus. Un truc sur la mer. Voilà. J'ai aussi voulu être vigneron et cavalier, les deux à la fois. Je sais pas. Quelque chose, j'allais dire en lien avec la terre, mais ça peut être la mer, mais avec le terroir, quoi. Pas un boulot trop citadin. Ouais. Et puis toujours un boulot où on peut toujours faire des bons petits gueuletons quand même. Je crois savoir que t'aimes bien manger. T'aimes bien cuisiner aussi. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cuisiner parce que j'aime bien manger. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, ce sera la dernière question. S'il y avait un cavalier ou même un sportif, peut-être un peu plus général, qui t'inspire, ce serait lequel ? Ah ouais, il y a Alexandre Becca, je crois, qui voudrait être cité en tant que Ironman finisher. C'est vrai que ça m'impressionne.
Moi, je m'inspire pas mal des gars qui font le Vendée Globe, parce que c'est des mecs qui font des trucs absolument hors du commun. Et à l'inverse, donc ça c'est des grands solitaires qui sont déterminés, qui ont des ressources inestimées. Et aussi à l'inverse, les rugbymen qui sont eux un grand collectif et qui ont un autre type de force, une force puisée dans les autres. Et c'est deux types de sportifs qui me passionnent et qui me fascinent. Deux pôles contraires. Merci beaucoup Astier. Avec plaisir. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire le débriefing de cette interview, à nous mettre une petite note sur Apple Podcast et à rejoindre notre club si vous souhaitez plus de contenu. Bonne journée et à bientôt.